Bon, peu importe, on va commencer. L'important, c'est que ce soit enregistré. Et puis, je vais dire quelques mots d'introduction et ensuite, je laisserai la parole, bien sûr, à nos membres partenaires. C'est eux qu'on veut entendre et pas moi. Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean de la Fédération Histoire Québec. Et à l'approche de la grande saison touristique et de visite, il est important de donner la parole aux membres partenaires de la Fédération Histoire Québec, que sont le Conseil québécois du loisir et le Conseil du patrimoine religieux qui, chacune et chacun dans cet ordre, vont nous proposer différents soutiens, différents outils qui ont été pensés pour aider les acteurs en histoire, en patrimoine et en loisirs culturels à bonifier leurs pratiques en termes d'animation et de médiation culturelle. La première partie de la rencontre sera offerte à Marie-Pierre Lauzon, qui est agente de développement formation au Conseil québécois du loisir, qui va nous parler du programme DAFA et en animation, notamment, et surtout du module complémentaire animation en histoire, qui a été travaillé par le CQL avec l'apport de la Fédération Histoire Québec, euh, pour offrir aux formateurs, aux animateurs, un outil de plus pour ajouter l'histoire et le loisir culturel dans leur bagage à destination de leur public. Puis ensuite, nous céderons la parole au Conseil du patrimoine religieux du Québec, qui va à son tour faire le point sur quelques outils qui sont disponibles pour toutes et pour tous pour bonifier ces pratiques en animation et offrir et rappeler la possibilité qui est offerte de les mettre en action avec l'arrivée prochaine des Journées du patrimoine religieux du Québec en septembre, mais les appels de candidature sont ouverts dès maintenant. Euh, Marie-Pierre, si tu es prête, la parole est à toi. OK, ben bonjour tout le monde. Marie-Pierre Lauzon du Conseil québécois du loisir. Donc, aujourd'hui, je venais vous présenter en fait le nouveau guide de formation en animation de l'histoire, guide de formation complémentaire du programme d'AFA qui a été élaboré en collaboration avec la Fédération Histoire Québec. Donc, au Conseil québécois du loisir, nous, on chapeaute le programme d'AFA, donc le diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur. Je ne sais pas si vous connaissez ce programme. Là, les caméras sont fermées, là, si vous voulez soit les ouvrir ou me faire un petit signe de la main pour juste connaître votre niveau de connaissance de ce programme-là. Donc, je vais donc assumer que ça vous dit rien. Merci, Linda. Diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur, c'est une formation en animation de groupes de jeunes de 5 à 17 ans en contexte de loisirs. Donc, les animateurs, les animatrices de camps de jour, camps de vacances, les clubs nature, les scouts. Donc, c'est un programme vraiment là, pour animer finalement et veiller à la sécurité là, des groupes de jeunes en contexte de loisirs comme les camps de jour, par exemple. Je vais partager mon écran. Donc, juste pour me donner un petit support visuel, le site web, donc le programme d'AFA, c'est une formation en fait d'une durée de 33 heures de théorie, suivie d'un stage de 35 heures, souvent réalisé en milieu d'emploi, en situation d'emploi pendant l'été, par exemple. Bref, tout ça pour dire que cette formation-là, c'est OK, diffusé. Cette formation-là possède un tronc commun à laquelle il est possible de greffer en fait des formations complémentaires. Donc, au programme d'AFA, nous, on a un volet de formation complémentaire qui vise à offrir l'opportunité aux animateurs, aux animatrices de approfondir leurs compétences, bonifier leurs compétences d'animation dans un loisir en particulier. Donc, comme vous voyez ici, là, des exemples de formations complémentaires, on a une formation en animation nature, en animation littéraire, le théâtre, en participation citoyenne. Il y a plusieurs de nos formations complémentaires qui ont été réalisées avec les organismes nationaux de loisirs culturels membres du CQL dans un objectif, premièrement, de contribuer à faire connaître leurs loisirs dans les milieux d'animation, mais aussi dans un but là,
de développer un projet commun pour s'outiller davantage là, dans ce qu'ils ont besoin en termes de compétences en animation, par exemple. Ce qui nous mène au développement d'un guide de formation en animation de l'histoire. Donc, ce guide-là, d'abord, comme je l'ai mentionné, sert à bonifier les compétences d'animation des animateurs et des animatrices qui ont déjà complété la formation de base d'AFA en animation, mais aussi les sociétés d'histoire, les membres de la Fédération Histoire Québec, vous outiller dans le développement de vos compétences en animation, vous donner des idées finalement pour animer des activités d'histoire. Bref, voilà. Donc, je vais juste survoler rapidement le contenu du guide. Le guide parle évidemment de la Fédération Histoire Québec, définition, valeurs et objectifs, quelques fondements sur l'animation en histoire, les notions de base en fait, parce que ce guide-là, sert à l'animateur, à l'animatrice de se doter de quelques notions de base pour intégrer ces notions-là à son animation générale. Donc, intégrer, par exemple, les époques, les archives, les époques historiques, etc., à ces activités d'animation générale, et quelques techniques d'animation en histoire à laquelle nous, on intègre l'approche loisir qui est propre au CQL, au programme d'AFA. L'approche loisir, vraiment une approche qui est centrée sur le côté ludique, l'expérimentation, l'immersion. Donc, qu'est-ce que ça signifie, cette approche-là, en contexte d'animation de l'histoire? Puis ensuite, on termine le guide là, avec plusieurs fiches d'activités pour ludifier, là, rendre plus ludique nos activités d'animation de l'histoire, intégrer des notions d'histoire à nos animations générales, donc plein d'idées de jeux là, que n'importe qui peut s'inspirer pour intégrer l'histoire à ces activités d'animation. Donc, c'est un guide qui vient d'être élaboré en collaboration avec la Fédération. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou vous voulez en discuter davantage, mais c'est ça. Merci. Bien entendu, le guide vous sera communiqué puis il sera accessible aux membres. On vous parle d'un dévoilement, c'est effectivement que je pense qu'il y a eu des corrections jusqu'à la semaine dernière, fait que le guide est tout frais, tout chaud sorti des presses. Tout frais sorti des presses, pas grave. L'intérêt, c'est qu'il fait le pont, notamment d'un côté entre les membres de la Fédération Histoire Québec qui ont les ressources et les expertises en histoire, mais pas forcément en animation. Et de l'autre côté, les animateurs qui vont aller chercher par ce guide les compléments en histoire. Donc, les gens de l'histoire vont trouver des ressources en animation, notamment la méthode Palais, l'approche Palais, pardon, qui est assez précieuse quand on veut s'adresser à tous les publics. Et ceux qui vont avoir une orientation en animation vont pouvoir complémenter leur formation avec les bases de l'histoire, ou en tout cas avec les bonnes pratiques de l'histoire, notamment quand on traite de sujets sensibles, d'aspects historiques anciens, éloignés de notre culture. Vous verrez que le guide fait vraiment un bon lien, c'est ça, entre ces deux mondes qui finalement ont tout à fait à se parler. Je vois que Cameron est avec nous. Est-ce que Cameron, as-tu besoin d'un peu de temps pour atterrir, ou est-ce qu'on peut partir avec toi pour la deuxième séquence? Je suis prêt quand vous êtes prêt. Ouais, je suis prêt quand vous me direz. Oui, Cameron, on reçoit donc Cameron Piper, qui est conseiller en patrimoine culturel pour le Conseil du patrimoine religieux du Québec. Et on a la chance d'avoir le Conseil du patrimoine religieux parmi nos membres à la Fédération Histoire Québec. Et c'est assez intéressant de voir les différents outils qu'ils ont développés pour, encore une fois, soutenir les efforts des sociétés d'histoire, les efforts de tous les acteurs en loisirs culturels pour ouvrir, rendre accessible physiquement, mais aussi intellectuellement, le patrimoine bâti, le patrimoine culturel, matériel et immatériel, notamment à l'occasion des Journées du patrimoine religieux. Et puis, je pense que l'intervention de Cameron va commencer par cette invitation. Cameron, la parole est à toi.
Parfait. Je vais juste commencer par le partage de mon écran. Excellent. Donc, pour commencer, je vais juste présenter brièvement les grandes lignes de l'événement, donc des Journées du patrimoine religieux. Pour vous montrer d'abord les dates importantes de cette année, on va lancer le formulaire d'inscription le 1er juin. Puis, à partir de cette date-là, on aura des mises en ligne des inscriptions des activités le 15 juin, 15 juillet et 15 août. Pour ensuite lancer l'événement pour le 8, 9 et 10 septembre. Donc, il s'agit du vendredi, samedi et dimanche, la fin de semaine, tout de suite après la fête du travail. Pour vous donner un peu d'historique sur l'événement, donc il s'agit de notre 6e édition. Donc, on organise les Journées du patrimoine religieux depuis l'année 2018. Les 2 premières éditions ont eu lieu sur l'île de Montréal seulement. Puis, à partir de 2020, on commence à organiser l'événement sur tout le territoire québécois. Donc, c'est ça. Donc, ça va être notre 6e édition, comme j'ai dit. On a commencé déjà avec la préinscription. Donc, on a autour de 190 lieux déjà préinscrits à l'événement cette année. Ensuite, on va ajouter, bien sûr, d'autres lieux au cours de l'été. La programmation est ouverte à tout lieu associé au patrimoine religieux. Donc, ce n'est pas seulement des lieux de culte, mais aussi des presbytères, des cimetières qu'on a vu s'inscrire à la programmation. Et on est vraiment flexible et ouverte à des lieux différents qui proposent des activités et une animation intéressante. Les activités doivent être gratuites et on a un minimum de 2 heures d'activité pendant la fin de semaine. Donc, ça peut être au moins 2 heures dans n'importe quel des 3 jours. Donc, voilà un peu pour présenter l'événement. Ensuite, j'irai directement dans ma présentation sur la médiation culturelle et plus spécifiquement la médiation culturelle à travers l'occasion des Journées du patrimoine religieux. Je vais me mettre en plein écran pour ça. Parfait. Donc là, vous voyez bien ma présentation. Oui, merci Cameron. Excellent. Donc, quelques exemples de la médiation culturelle de la dernière édition, donc 2022, des Journées du patrimoine religieux. On voit ici le circuit pédestre qui a été organisé ici à Montréal, découverte de l'œuvre de l'architecte montréalais Victor Bourgeault. Donc, c'est ça, c'est pas juste un moment pour rendre accessibles les bâtiments, mais aussi de construire une appropriation de la population de ces lieux-là. Donc, on a vu ça ici à travers cette visite guidée qui a mis les visiteurs en lien avec plusieurs édifices de Victor Bourgeault à travers Montréal. Ensuite, une autre façon de construire des liens et une appropriation entre les gens et le patrimoine religieux, c'est ici, on voit l'exemple de la prestation des chants ukrainiens, et ceci dans l'église ukrainienne de Christ-Roi à Rouyn-Noranda. Donc, voilà. Une autre manifestation de la médiation culturelle ici au Musée des métiers d'art du Québec à Montréal. Donc, ici, les participants, là, on voit les enfants de mon ancien collègue Joanne Picard, sont invités à voir les vitraux et ensuite construire eux-mêmes les vitraux. Donc, voilà, on voit leur création. Je vois une main levée. Je propose peut-être de garder les questions pour la fin de la présentation. Je vais essayer de tout répondre, mais après. Et ensuite, ma collègue, Mme Joanne Picard, elle a travaillé sur une définition de la médiation culturelle, mais en regardant vraiment beaucoup de différentes définitions pour ensuite en générer une qui était contextualisée à l'événement des Journées du patrimoine religieux.
Et donc, on voit que la médiation culturelle, c'est un ensemble d'actions qui s'inscrit dans une double perspective de démocratisation de la culture et de la démocratie culturelle qui agit sur le registre du son, de l'appropriation et du vivre ensemble. Donc, bien sûr, cette définition a plusieurs éléments. Une partie, c'est l'accès au patrimoine. Donc, un exemple, c'est la possibilité de visiter une crypte qui est peut-être pas accessible tout le temps. Un autre élément, c'est l'appropriation symbolique. Donc, comme on a vu de l'exemple des participants qui voient des vitraux dans un lieu et ensuite puissent le créer les siens en atelier. Donc, une appropriation qui est faite. Aussi, le développement social et émancipation des citoyens. Donc, ça peut être l'occasion de développer un talent, d'échanger et de mieux connaître le patrimoine autour de nous. Ensuite, il y a aussi la mise en valeur de l'environnement physique et social qu'on voit qui se fait. Donc, ça peut être la valorisation d'un lieu, son environnement et aussi une occasion de reconnaître l'apport d'une communauté dans un secteur donné. Donc, ça peut être l'éducation et la santé qu'on voit souvent, par exemple, dans les activités organisées autour du patrimoine religieux. C'est aussi une opportunité de faire de la valorisation de la culture des gens. Donc, ça peut être une culture spécifique à une ville, à une région ou à une communauté. Et donc, une occasion de découvrir des formes d'expression culturelle et de la diversité. Donc, comme on a vu à Rouyn-Noranda, c'était vraiment une occasion de mettre en valeur des différentes traditions religieuses qui font partie du patrimoine de cette ville. Ensuite, pour vous donner une idée, un peu pour distinguer la médiation culturelle avec juste tout simplement l'accessibilité des lieux. Donc ici, on a l'image de Transport Québec de signalisation d'une église. Donc, plusieurs sites peuvent être ouverts sur une base régulière et ils ont une mission plutôt touristique ou spirituelle. Donc, ce sont des choses intéressantes, mais ce n'est pas nécessairement de la médiation culturelle. Donc, ici, on a généré une petite liste des activités qui sont de la médiation, qui offrent de la médiation culturelle en lien avec les journées du patrimoine religieux. Et donc, ça peut être des ateliers. Donc, une opportunité de voir la création ou même participer à la création. Et donc, ensuite, création collective, qui est un peu dans le même sens. Ça peut être les concours, donc d'inviter des participants à soumettre leur création. Ça peut être des photos, ça peut être des poèmes en lien avec le patrimoine religieux. Les concerts aussi peuvent être une occasion de la médiation culturelle. Vraiment, ça peut créer des liens entre le lieu, son histoire et les participants. Les conférences aussi, ça peut être les conférences thématiques des personnes qui parlent de l'histoire du lieu ou sur une thématique. Les expositions. Et pour les expositions, je vais souligner le fait que souvent les activités de médiation culturelle qui sont créées en lien avec les journées du patrimoine religieux deviennent des activités qui puissent servir à l'année longue. Donc, l'ouverture qui se fait en lien avec l'événement sert à un objectif plus grand d'encourager l'accessibilité et l'ouverture pendant toute l'année. Ensuite, les rencontres, discussions et les visites et circuits guidés. Donc, tout ce qui encourage les participants à interagir et d'apprendre sur le lieu fait partie de la médiation culturelle qu'on veut encourager. Il y a plusieurs types d'événements, types d'activités qui ne font pas partie nécessairement de la médiation culturelle qu'on encourage pour les journées du patrimoine religieux. Et ça, c'est les célébrations religieuses, les messes en plein air ou les promotions des heures des messes. C'est sûr que pour nous, les journées du patrimoine religieux
C'est un événement qui veut encourager l'inclusivité puis la participation de tous les citoyens et citoyennes québécois, québécoises. Donc, on n'inclut pas ces activités-là dans notre programmation. Ensuite, on a pris quelques mots sur la médiation culturelle de l'organisme Culture pour tous. Et donc, c'est un joli texte que je vais vous lire brièvement. Donc, la médiation est de plus en plus pensée, financée et pratiquée comme stratégie dans des contextes de revitalisation des territoires et de développement social. En contexte urbain comme en région, la médiation culturelle contribue à la mise en valeur de l'environnement physique ou social, au développement d'une identité distincte ou à la création des liens sociaux. Les initiatives des institutions muséales et patrimoniales impliquent souvent le partenariat d'organismes communautaires ou d'établissements scolaires. Le médiateur favorise les liens entre l'objet culturel et les gens. Il se fera informateur, accompagnateur, pédagogue, etc. Son travail est modulé et défini par la spécificité des publics et le contexte artistique, culturel ou social. Donc, nous, en tant qu'organisateurs des journées du patrimoine religieux et aussi les personnes responsables des lieux participants, on joue ici vraiment on veut jouer vraiment ce rôle-là de médiateur culturel pour le patrimoine religieux. Ensuite, pour parler un peu de la rôle des municipalités, on a ici un petit texte pris de la guide d'élaboration de politique culturelle municipale. Donc, ça parle du fait que la médiation culturelle, depuis près de 20 ans, joue un rôle important auprès des politiques culturelles municipales qui se définissent sous l'angle du développement culturel et dont la médiation est un principe de mise en œuvre. De plus, une politique culturelle s'appuie généralement sur les programmes d'aide financière qui soutiennent des projets de médiation culturelle portés par les acteurs culturels et communautaires. Et donc, cette page-là, en fait, on l'a inclus parce qu'on encourage de plus en plus la participation des municipalités et des MRC dans l'organisation des Journées du patrimoine religieux. Des fois, il y a du financement disponible pour le développement culturel et ça dépend vraiment de la MRC, mais il y a des régions où on a réussi à créer des partenariats assez forts entre les personnes responsables de nos lieux participants et la MRC locale pour justement encourager la médiation culturelle à travers l'événement. Donc, ensuite, un petit mot sur la loi sur le patrimoine culturel. Donc, on le connaît surtout comme une façon de protéger notre patrimoine culturel, mais à travers le classement et la citation. Mais cette loi-ci est aussi une façon de mettre en valeur ce patrimoine-là. Donc, selon le statut du lieu, il pourrait y avoir des ressources et des informations et une historique du lieu disponible sur les sites ou dans les archives du ministère de la Culture. Donc, c'est bien de bien savoir le statut juridique d'un lieu pour le promouvoir. Donc, si le lieu qu'on présente est cité ou classé, on peut le présenter comme tel, puis parler des justifications de la citation ou du classement pour mettre en valeur justement sa spécificité, puis l'importance de ce patrimoine. Ensuite, le patrimoine religieux québécois qui évolue avec la société qui l'anime. Donc, les journées du patrimoine religieux se veut vraiment plus qu'une occasion de visiter les lieux, mais comme j'ai dit déjà plusieurs fois, de créer des lieux entre les visiteurs et leur patrimoine religieux. Donc, elles sont une occasion pouvant être éducative, récréative, sociale, citoyenne, intergénérationnelle et interculturelle.
Donc, c'est sûr que déjà chez le Conseil, on travaille pour faire des journées, un événement qui aspire à ces objectifs-là, mais on a besoin de l'aide et de la collaboration des personnes responsables des lieux qui proposent les activités puis qui accueillent les visiteurs. Donc, elles sont un moment pour valoriser le territoire, le paysage, les acteurs communautaires, l'histoire, l'architecture, la culture et les arts par des échanges et des rencontres entre les citoyens et les milieux culturels, historiques et patrimoniaux. Donc, selon le moment, l'angle et la personne qui en parle ou qui s'y intéresse, le sujet s'actualise et rejoint des publics, soit pour la première fois ou par de nouvelles façons. Donc ici, je peux parler brièvement du fait qu'on a vu des beaux partenariats entre les lieux participants, donc souvent les églises, mais aussi des cimetières, des presbytères et les sociétés d'histoire dans le coin, donc dans la région. C'est les sociétés d'histoire souvent qui proposent des façons intéressantes de présenter ces lieux-là, puis d'accueillir les visiteurs et faire ensuite de la médiation culturelle. Ensuite, donc, c'est une beau graphique que mon ancienne collègue Joanne a fait. Donc, déterminer ses objectifs pour engager ses actions. Donc, on voit un peu l'organisation par couleur selon les objectifs. On voit de différentes actions qu'on peut réaliser. Donc, je vais essayer de passer par ça assez brièvement parce qu'on voit beaucoup d'objectifs et beaucoup d'actions possibles. Donc, d'abord, pour les objectifs plus généraux, on voit des actions de miser sur une participation intergénérationnelle ou de favoriser l'accessibilité et la mise en valeur du patrimoine religieux. Ensuite, les objectifs, si la communication, c'est notre objectif primaire, c'est d'établir un premier contact avec les propriétaires, de développer de la connaissance et la partager, ou de faire connaître nos actions dans le domaine et à la communauté. Ensuite, la mobilisation citoyenne comme objectif. On a des actions de mobiliser pour une campagne de financement visant la restauration, parler de l'acceptabilité sociale d'un projet de réqualification du patrimoine religieux et aborder la question de l'utilisation des bâtiments. Ensuite, l'objectif des actions en histoire et patrimoine. Donc, les actions seraient d'observer de différentes méthodes pour valoriser un ou des lieux et faire des choix. Valoriser la mémoire collective des personnages et le patrimoine immatériel, et bien de faire l'éducation historique populaire. Ensuite, des objectifs de développement communautaire et social. C'est une opportunité de oser aborder un sujet moins glorieux s'il est central. Ça fait souvent partie de l'histoire du patrimoine religieux, des sujets un peu plus touchy ou difficiles à aborder, mais c'est un bon moment d'inviter les citoyens à participer dans cette discussion-là. Oser une approche inclusive aussi, donc inviter le monde de différentes communautés d'aller découvrir et voir leur patrimoine religieux d'une nouvelle façon. Et aussi, une action serait de favoriser l'ancrage dans les communautés et les quartiers. Donc, au début des Journées du patrimoine religieux, on l'a présenté souvent comme une façon d'aller rencontrer le patrimoine autour de chez soi. Donc, s'il y a un lieu dans votre quartier que vous croisez tous les jours et vous n'êtes jamais entré, bon, les Journées du patrimoine religieux, c'est le moment d'aller entrer et les découvrir. Pour finir, donc, des objectifs de développement culturel et touristique, comme j'ai parlé de la possibilité de développer une exposition qui peut servir à l'année longue. Donc, les actions qu'on a soulignées étaient de mettre sur pied un circuit de visite à parcourir à vélo ou à pied, de développer des activités communautaires culturelles, comme j'en ai parlé, une expo, concours, photo, peinture, création en direct, de développer l'accueil touristique. Donc, peut-être que vos lieux aimeraient apparaître un peu plus sur la sphère touristique. Bien, c'est un moment de développer cette infrastructure-là.
Et finalement, donc, de développer une programmation culturelle. Donc, comme j'ai dit, quelque chose qui peut vous servir à l'année longue et pas tout simplement pendant cet événement de 3 jours. Donc là, pour vous présenter un peu les outils qu'on offre à nos lieux participants, tous accessibles sur le site web des Journées du patrimoine religieux sous l'onglet Outils. Donc, ici, on voit les 12 bons coups, donc de 2021 et de 2022. Je vais vous présenter maintenant ou après les 12 bons coups de 2022, donc pour souligner quelques efforts de la dernière édition, donc un peu pour mettre en action toute la théorie que je viens de vous présenter. On offre aussi une guide pour favoriser l'accessibilité des lieux de culte, qui est vraiment là pour les lieux participants à mettre en valeur, à leur aider à mettre en valeur leur patrimoine religieux. Aussi, on a une guide d'éléments pour une stratégie régionale d'accessibilité des lieux. Donc, tout ça sont des cahiers disponibles en format PDF sur le site web des Journées du patrimoine religieux. Donc, un grand merci pour votre attention pour cette présentation. Je ne sais pas si vous voulez me poser quelques questions maintenant ou si vous aimeriez attendre la fin de la présentation des 12 bons coups. Elisabeth, vouliez-vous poser une question? Sinon, on peut effectivement passer les bons coups puis reprendre avec quelques questions. Oui, il n'y a pas de problème. Dans le fond, c'était juste pour souligner que j'étais l'organisatrice pour Rwanda, pour OK. l'église du Christ-Roi qui avait eu lieu. Puis c'était juste pour préciser, dans le fond, que c'était pas seulement le chant, il y avait comme une panoplie. On avait fait plusieurs activités, surtout une discussion avec un membre de la communauté qui est arrivé parmi les premiers à Rwanda, la communauté ukrainienne qui est quand même assez grande ici. Puis, c'était vraiment une belle occasion de faire des beaux échanges entre les nouveaux arrivants qui viennent d'arriver, puis toute l'histoire de cette communauté-là à Rouen. Puis ensuite, il y avait eu les chants aussi. Donc, c'était juste pour préciser ça. Elisabeth. Parfait. Merci. Je vais peut-être vous inviter à parler un peu plus pendant ma présentation des 12 bons coups parce que vous allez voir, Rwanda va réapparaître dans cette présentation-là. Donc, nous, on a souligné juste l'effort en général collectif entre la Société d'histoire, puis la ville, puis les lieux participants et la Maison du Moulon. Mais vous allez peut-être ajouter un peu de détails, de spécifiques à cette partie-là de la présentation. Oui, parfait. Excellent. Parfait. Donc, pour rentrer directement dans la présentation des 12 bons coups de 2022, comme je vous ai dit, cette présentation, ce PDF, ainsi que les 12 bons coups de 2021 sont disponibles sur le site web des Journées du patrimoine religieux. Et parfait. Alors, on a souligné une initiative par région pour toutes les régions qui ont participé aux Journées du patrimoine religieux en 2022. Donc, dans la région du Bas-Saint-Laurent, on a souligné la participation de l'église Sainte-Cécile-du-Bic. Donc, on l'appelle des visites guidées bien organisées. Donc, c'est un lieu qui a organisé les visites guidées pour la programmation, mais comme je disais, c'est vraiment organisé d'une façon qui est très intéressante pour les visiteurs et pour les organisateurs. Donc, ici, sur la programmation, sur le site web, on voit les plages horaires pour les visites. Et donc, ils offraient 3 visites guidées, puis tout était organisé à partir de l'adresse courriel de l'organisateur. Donc, les intéressés pouvaient réserver leur plage avec les organisateurs. Et chaque visite était déterminée à 45 minutes. Et c'est ça, de cette initiative, on a eu des très bons commentaires
de la part des organisateurs et des visiteurs. Donc, c'est vraiment une belle façon de mettre en valeur le lieu. Et toute l'information était bien présente sur leur fiche sur le site Web. Ensuite, dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la participation du Centre historique des Sœurs du Bon Conseil qu'on souligne ici. Donc ici, c'est un musée qui a eu des rénovations récemment, puis qui a profité de l'événement pour mettre en valeur justement ces rénovations qu'ils ont entreprises. Et juste pour parler brièvement, pour la participation des musées, on exige que l'entrée soit gratuite. Donc, c'est une belle façon aussi de construire une appropriation entre le musée et les personnes autour qui ne sont peut-être pas allées pendant les périodes où ils demandaient des frais. Voilà. Ensuite, à Chaudière-Appalaches, on a le Vitrail Espace culturel. Donc, c'est une église requalifiée en espace de spectacle qui a profité des Journées du patrimoine religieux pour lancer sa programmation pour la saison à venir. Donc, une façon de faire parler aussi de leur programmation pour les prochains mois. Ensuite, on a vu un beau jumelage entre les Journées du patrimoine religieux puis l'événement à la Basilique Notre-Dame-du-Cap. Donc, ils l'ont fait au même moment que leur symposium d'art visuel de Trois-Rivières. Donc, à cause de ça, en fait, ils nous ont dit qu'ils ont reçu comme 2000 visiteurs, ce qui est beaucoup plus élevé que la quantité moyenne de visiteurs que le lieu puisse recevoir. Mais c'est ça, leur événement se passait à côté, puis l'église était ouverte pour les journées. Donc, les gens étaient libres de venir découvrir le lieu pendant cet événement-là. Donc, ici, oui, on est dans la région d'Estrie, de l'Estrie. Donc, une occasion de dialoguer. Donc, ici, on a un autre cas d'un lieu requalifié. Donc, ici, le futur Maison des Générations à Sutton. Donc, ici, on a profité des Journées du patrimoine religieux pour inviter la communauté à aller voir le lieu et surtout aller découvrir le projet. Donc, on a offert ici de la programmation en anglais et en français à des heures spécifiques. Donc, c'était vraiment vu comme un moment rassembleur de la communauté autour du projet. Puis, le public avait aussi l'occasion de poser les questions sur le projet et de commencer pour vrai le dialogue. Ensuite, place à la musique. Donc, ici à Montréal, je dis ça parce que je suis à Montréal, donc on souligne la participation de l'Oratoire Saint-Joseph du Montréal, qui a profité des journées pour mettre en valeur son instrument. Donc, il n'est pas seul à avoir un orgue patrimonial parmi des églises au Québec. Donc, on veut le mettre comme un exemple de la possibilité de mettre le focus vraiment sur l'instrument à travers des prestations et des concerts d'orgue. Ensuite, se mobiliser et se donner de la visibilité. Donc, on souligne la participation de la ville de Salaberry de Valleyfield. Donc, nous-mêmes, on distribue des pancartes et des bannières pour promouvoir la participation à l'événement, mais on met disponible aussi tous nos graphiques en format numérique. Donc, vous pouvez approprier notre logo pour générer votre propre matériel visuel. Donc, on voit ici à Salaberry de Valleyfield, ils ont généré leur propre bannière à mettre sur la route. Donc, c'est un lieu qui se promène plus en auto. Donc, ils l'ont fait vraiment pour être visible de l'auto et pour promouvoir aussi leur activité, leur programmation. On vous invite à faire la même chose. Ça aussi, c'est disponible directement sur le site web de l'événement. Ensuite, à Laval, donc tisser des liens pour plus d'inclusion. Donc, à Laval, en fait,
c'est un effort de partenariat entre la Société d'histoire et de généalogie de l'île Jésus et la ville de Laval, qui a fait plusieurs choses pour rendre l'événement intéressant. Donc, ils ont coordonné entre les lieux pour s'assurer qu'il y avait plusieurs sites ouverts en même temps. Donc, comme ça, les visiteurs puissent organiser toute une journée de visite à Laval et voir plusieurs lieux. Ils ont aussi mis disponible une photographe professionnelle qui a pu prendre des photos vraiment de très bonne qualité des lieux participants, donc qui ont servi pour l'événement, mais aussi pour d'autres fins des lieux après. Ils ont aussi coordonné pour assurer une programmation qui mettait en valeur la diversité religieuse de Laval. Donc, à Laval, on a eu la participation de plusieurs traditions chrétiennes, mais aussi d'une synagogue et d'un centre communautaire musulman. Donc, voilà. Ensuite, ici, c'était une initiative de la municipalité des îles de la Madeleine. Donc, ça aussi, c'était le travail de la ville pour assurer que les ouvertures étaient coordonnées. Donc, ce qui assure que les visiteurs puissent visiter plusieurs lieux dans une seule journée. Donc, en plus de ça, chaque lieu offrait et proposait ses propres activités. Donc, au lieu de visites autoguidées, chaque lieu proposait soit des concerts, soit des visites guidées, soit des expositions. Donc, c'était une forte concentration des activités intéressantes qui avaient lieu en même temps sur les îles de la Madeleine. Ensuite, donc, dans la région de la Côte-Nord, mettre son histoire en scène. Donc, ça, c'était un partenariat entre la ville de Baie-Comeau et plusieurs lieux participants et un groupe local de théâtre. Donc, ici, on voit les personnes du groupe de théâtre qui fait vivre des personnages de l'histoire de cette ville et de ces lieux de culte. Et enfin, on arrive à Rouyn-Noranda, donc en Abitibi, où souligne l'initiative de la ville de Rouyn-Noranda, mais aussi de la Société d'histoire et de la Fondation du Moulon. Donc, je ne sais pas, Elisabeth, si tu veux en ajouter pour présenter le projet. Oui, ben en fait, pour ma partie, du côté de la Maison du Moulon, je pense que j'ai tout résumé tout à l'heure. En fait, nous, on est, ouais, 2 mots pour dire que nous, on a le magasin général du Moulon et l'Église orthodoxe russe qu'on anime. Puis, à 2 pas de l'Église orthodoxe russe, il y a l'Église ukrainienne dans notre ville. Puis, celle-ci est encore sacralisée. Puis, personne n'y a accès. Puis, ça a été une demande vraiment souvent que les gens voulaient voir cette église-là à l'intérieur, mais il n'y avait pas possibilité de le faire. Donc, on a profité de cette brèche-là dans les journées du patrimoine religieux pour faire le contact avec le monsieur qui s'en occupe, puis réussir à faire cette visite-là avec, c'est ça, la discussion, la présentation de photos historiques, puis les chants ukrainiens. Puis, ça a été très, très salle comble. C'était, c'est ça, le début septembre, c'est ça? C'était le 10, 11, Oui. en tout cas. Puis, oui. Puis, les autres journées, c'était assez frais. Cette journée-là, il faisait comme 30 quelques degrés dehors. Puis, à l'intérieur de l'église, c'était bondé de gens. Il y avait des gens debout jusqu'à l'arrière. Fait qu'il faisait peut-être 40 dans l'église. Il n'y avait pas de ventilation. C'était assez particulier, mais ça a été un beau problème, dans le fond, parce que ça a été très, très populaire. Puis, ça a été vraiment agréable. Super. Donc, merci pour l'élaboration. Puis, j'ai remarqué que les lieux à Rouen sont déjà préinscrits pour l'année à venir. Donc, j'ai hâte de voir vos activités cet été. On va vous contacter sous peu. Et je pense qu'on a une région de plus. Donc, ça aussi, c'était une autre espèce de circuit. Donc, ici à Gatineau. Donc, ils ont organisé une rallye en auto. Donc, pendant ce rallye, il y avait des visites guidées de quelques églises, mais aussi d'un cimetière. Donc, voilà. Ça montre un peu qu'on peut
adapter nos activités et notre programmation à la réalité de notre région et de nos villes. Donc, si pour vous, une rallye en auto est le plus pertinent, bon, ça aussi peut faire partie de la programmation. Et c'est là où ça s'arrête pour les 12 bons coups. Comme j'ai dit, si ça vous intéresse, vous pouvez passer plus de temps à lire le document de 2022, mais aussi de lire les exemples pris de 2021. Donc, on a pris soin de ne pas répéter. Donc, je vous assure, ça va être 24 exemples distincts, pas de répétition dans les deux cahiers. OK. Donc, avec ça, je vous invite à poser des questions ou des commentaires. Merci beaucoup, Cameron. Je vais faire quelques commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à les écrire dans le chat, mais dans la conversation. Mais effectivement, avec tout ce que nous a développé Cameron, tout l'aspect non seulement d'expertise en matière d'un territoire local, de son patrimoine et de sa mise en valeur, mais aussi d'importance, d'ancrage dans le territoire et de mise en valeur d'une identité locale, d'une richesse territoriale. C'est certain que les sociétés d'histoire et les organismes membres de la Fédération Histoire Québec, puis tous les acteurs en histoire et patrimoine qui ont un intérêt pour ce domaine ont tout à gagner à participer aux Journées du patrimoine religieux. Il y a toutes les belles valeurs qui sont portées par les Journées du patrimoine religieux vont se retrouver chez nos membres. Fait qu'il y a un mariage qui est tout à fait adéquat. Et je suis ravi que les 12 bons coups mettent autant d'avant des différents membres de la fédération. On a vu la Maison du Moulon, on a vu la Société Histoire de Rwanda, celle de Île Jésus, Corporation Patrimoine Sacré des Gatineaux. Tout ça, c'est membre chez nous, fait que ça nous fait toujours un petit velours, un petit velours quand on a des belles répercussions. Cameron, j'aurais une question, précision. Tu disais que les activités doivent être gratuites. Effectivement, ça doit être gratuit. Puis, quelques pages plus loin, tu évoquais aussi l'idée que non seulement les Journées du patrimoine religieux, c'est une formidable vitrine pour, je pense aux sociétés qui n'ont pas forcément de local, de pied-à-terre. C'est une vitrine pour s'exposer, pour exposer leurs activités régulières, développer leur membrariat, faire des levées de fonds, faire des lancements d'activités. C'est ça, j'aimerais que tu précises l'aspect de, oui, l'activité est gratuite, mais elle n'empêche pas de faire des levées de fonds ou de publiciser des projets de levée de fonds pour des requalifications, pour développer le membrariat, par exemple. Tout à fait. Donc, d'un côté, c'est gratuit, mais on encourage même les participants à mettre en lumière des occasions de laisser des dons et même de suggérer des dons pendant l'événement. Ils peuvent aussi organiser des événements qui sont effectivement un événement de lancement d'une campagne de financement. Donc, les dons sont le bienvenu. Puis, je pense même dans quelques-uns de nos guides qu'on offre sur le site web, on mettre comme des instructions pour mettre des réceptacles. Oui, des urnes à dons. Oui, de mettre ça bien visible, puis juste à la porte pour que tout le monde le voit. On a pris l'exemple en fait de l'église Saint-Léon de Westmount qui met sa panier bien visible vraiment dès qu'on entre dans l'église. Puis c'est ça, on l'encourage parce qu'on sait que c'est pas gratuit d'offrir cette programmation-là, ni pour les églises, ni pour les sociétés d'histoire. Oui, puis c'est d'autant plus intéressant que si vous êtes, chers membres, lancés dans un projet de levée de fonds, n'oubliez pas de passer par la mesure implique-action qui peut quintupler, multiplier par 5 les dons qui sont recueillis de l'extérieur. Ça pourrait être une belle opportunité d'avoir une ou deux journées de levée de fonds. Ça répond à cette question. Si vous êtes intéressé en patrimoine religieux, en patrimoine bâti en général,
ne manquez pas le prochain numéro d'Histoire, je fais un peu le corporatif, le prochain numéro d'Histoire Québec qui va paraître en juin, qui porte justement sur la reconversion du patrimoine, et on y parle de l'église Olivette à Sutton, qui est devenue la maison des générations. Fait que ça va être un numéro vraiment parfait pour vous motiver tout l'été à monter votre projet pour septembre. Et puis, bien sûr, le congrès de Boucherville au mois de mai, où on va beaucoup parler de patrimoine bâti et de sa préservation. Maintenant que ça c'est fait, je laisse la parole à vous autres si vous avez des questions ou des commentaires. En remerciant encore une fois Cameron. Marie-Pierre nous a quittés, mais merci beaucoup Cameron, puis le Conseil du patrimoine religieux pour cette belle initiative. J'ai pu la voir évoluer, comme j'en parlais à Cameron, depuis 2018 pour avoir été de la première cohorte montréalaise, d'avoir ouvert les portes gratuitement du Grand Séminaire de Montréal. Puis là, je vois que ça prend de l'ampleur, puis qu'il y a des initiatives innovantes qui sont vraiment le fun à voir venir, surtout quand elles viennent des membres de la Fédération. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Sinon, ça clôturerait notre rencontre. Donc, les prochaines étapes, on peut dès maintenant s'inscrire. Cameron, il y a un formulaire de préinscription. Et puis, officiellement, le 1er juin. Oui, donc en fait, la préinscription, c'est pour les lieux qui ont participé l'année passée, qui ont indiqué sur le sondage leur intérêt à être préinscrits pour la prochaine édition. Donc, comme je l'ai dit, il y a à peu près 190 lieux comme ça. Donc, on va les communiquer en fait dans les prochains jours. Puis, pour tous les lieux qui n'ont pas cette préinscription-là, le formulaire va sortir le 1er juin et on va accepter les formulaires jusqu'au 14 août, donc qui est la date avant notre dernière mise en ligne, le 15 août prochain. Oui, puis à chaque année, c'est toujours des très belles opportunités de visibilité dans la presse locale. Chaque fois, ça rebondit très bien dans les médias. Puis le rôle du CQL, du Conseil du patrimoine religieux, c'est aussi d'orchestrer la diffusion, la visibilité de vos actions à l'échelle nationale et de vous aider à l'échelle locale avec effectivement la distribution de matériel promotionnel, ne serait-ce que les bannières, mais aussi une écoute pour être prêt à ce genre de visibilité nouvelle pour certains. C'est ça, exact. On essaie en fait de faire une relevée de presse pour chaque région qu'on envoie à des médias locaux. On a eu des bons succès avec ça jusqu'à maintenant. Puis on lance aussi autour de l'événement une publicité sur Radio-Canada, donc sur la télévision de façon nationale. Donc. Super, on a hâte de voir ça. Merci beaucoup Cameron, merci à tout le monde, merci à Marie-Pierre qui nous a quittés, puis merci à vous d'avoir été présents. Cameron, si tu permets, est-ce que tu es la personne référente si les gens ont des questions d'ici là? Est-ce que tu permettras que j'envoie ton courriel à la... Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, mon courriel, mon nouveau collègue Franck Callard est en fait mon partenaire sur le projet. Donc, nous sommes tous les deux prêts à répondre à vos questions et à vous offrir un accompagnement pour l'organisation de vos activités. Parfait, je vous mettrai en contact dans le courriel de suivi. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci.